Encore merci d'être venu à cette soirée avec Daniel Blancheland et Aline Rivière qui vont parler de leurs œuvres. Et puis il y aura une projection d'une performance filmée d'Aline à la fin de la soirée. Et moi, je ne vais pas dire grand-chose. Je voulais juste dire une petite phrase en préparation de cette soirée. Aline a écrit une très belle phrase que j'ai trouvée exprime bien le lien entre leurs deux pratiques. Donc, elle a écrit depuis le début des années 80, je fais des performances pour bien affirmer que je parle de mon corps et de ma vie et que le tissu n'est qu'un médium utile comme double de la peau, que le vêtement dans lequel on respire, transpire, laisse notre empreinte, odeur comprise, est l'idéal pour que du linge au linceul, on lise notre trace, notre existence, notre passage. Donc je trouve que ça résume en quelque sorte très bien le lien au tissu, le rapport au tissu que ces deux artistes ont avec la matière entre le vêtement et l'œuvre. Enfin, voilà, donc je laisse la parole à Daniel. Alors, moi je vais dire que je travaille et uniquement, tout mon travail a été lié à la toile de lin. Comme vous voyez cette toile qui est là, est la première toile où j'ai arrêté de travailler d'une façon conventionnelle, c'est-à-dire que pendant très longtemps, je montais mes toiles sur châssis. Bon, j'ai toujours préparé mes toiles, j'ai jamais acheté de la toile préparée. J'ai toujours préparé mes toiles parce que j'avais eu la chance de suivre des cours chez un artiste mexicain qui était professeur aux Beaux-Arts de Oaxaca et qui avait une recette pour préparer les toiles de lin pour que lorsqu'on met la peinture sur la toile, il n'y ait pas le risque d'avoir des micro-organismes ou des petits insectes ou des choses comme ça qui viennent sous la peinture, entre la toile et la peinture. Souvent, on vous propose de mettre des gouttes chimiques, etc. Mais son moyen était vraiment excellent parce que moi, mes toiles, maintenant, on a naturellement 40 ans ou 45 ans, et même certaines plus, celles encore sur châssis, et rien n'a bougé. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ce qui m'a permis de passer à ce travail, c'est de vouloir travailler sur l'univers du blanc dans les familles, parce que j'étais obsédée par les draps blancs, les linges blancs pendant toute mon enfance, parce qu'entre mes 7 ans et 18 ans, ma mère était malade et je voyais en permanence, je transportais des draps, etc. Et à l'époque, ce n'est pas cette époque-ci où on a des jolis draps avec des fleurs et des dessins, c'était des draps blancs avec les monogrammes des familles, etc. Et moi, quand on a ouvert une armoire, quand j'étais petite, je me rappelle, j'étais frappée par ce blanc. Donc, c'était quelque chose qui me marquait beaucoup, d'autant plus que je voyais les draps froissés dans lesquels les corps avaient été couchés, etc. Il y avait l'empreinte des corps et j'ai voulu travailler sur cette mémoire, sur ce travail. Donc, ce premier drap, c'est donc le drap de la naissance. Il y a l'empreinte du corps d'un nouveau-né. Et j'ai pu utiliser le haut du cadre en montant classiquement la toile qui représentait le lit, tel que j'aurais pas voulu dessiner un lit en perspective, etc. Et le fait que j'avais la toile entre mes doigts, j'ai pu la froisser et la faire sortir et la faire dépasser le cadre. Ce
qui a été pour moi quelque chose qui m'a permis d'ensuite continuer à travailler. J'ai fait une série de travaux. Alors, j'avais rencontré Aline Dallier à sa soutenance de thèse. Je ne la connaissais pas, mais elle avait mis cette toile dans sa soutenance. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et en même temps, avant de la rencontrer à la fin de sa soutenance, pendant la soutenance, je ne savais pas qui c'était. Et j'ai une personne à côté qui me l'a montré. Et j'ai vu une dame blonde avec un t-shirt noir qu'elle tenait d'une manière très nerveuse. C'est-à-dire qu'elle avait noué les manches et passé son temps à tirer les manches pour resserrer encore plus sur elle. C'est pour ça que j'ai fait son portrait plus tard, quand après avoir travaillé le blanc, où j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de la même façon un étendage qui était à partir des vêtements que je voyais sur les gens et de la forme que le vêtement avait pris sur cette personne. Il y a par exemple, je parle de Charlotte Calmis parce que j'ai fait aussi un t-shirt de Charlotte Calmis qui est autre chose que ça, parce que j'ai été très marquée pendant une soirée où elle parlait, où elle faisait des explications. Elle s'est levée, j'ai vu une femme avec un port de corps extraordinaire et son t-shirt avait toute une forme impressionnante. Donc c'est l'empreinte, c'est la forme de son corps qui m'a servi pour continuer à travailler pour cet étendage. Alors, j'ai fait, si vous voulez, une robe de mariée. Alors, la robe de mariée c'était, en même temps, je ne voulais pas que ça soit toujours dramatique. Il fallait qu'il y ait quand même des choses un petit peu qui mettent l'humour de l'existence. Et la robe de mariée, c'est 2 panneaux. Il y a une photo là, j'aurais dû, mais bon. Elle est très très grande. Elle a été exposée à Avallon lors d'une exposition sur les costumes à jouer et à rêver. Alors, là, il y a une toile derrière qui représente le voile et qui se termine en forme d'escalier. Bon, elle aurait pris la forme des escaliers de la sortie de l'église. Et par-dessus, il y a la robe froncée avec la forme de la poitrine, etc., de la mariée. Et sur le rabat, il y a un bouquet qui est peint. Un bouquet de fleurs, comme on offre à toutes les mariées, à la différence que ce bouquet est complètement fané et que le visage de la mariée est constitué par le nœud, le gros nœud, des 2 toiles qui sont nouées ensemble. Donc, cette toile, c'était une robe de mariée qui s'appelait aussi nœud conjugal. Et donc, ce qui était très drôle, c'est qu'elle était exposée à l'église de la Madeleine, pas à Paris, hein, à Gennevilliers, où il y avait la galerie Édouard Manet qui était tenue par Madeleine Van Doren. Madeleine Van Doren, voilà, merci. Madeleine Van Doren, qui avait exposé plein de gens qui travaillaient sur le tissu ou les voiles et sur les formes que pouvaient prendre les tissus et les voiles. Et en particulier, l'église il y avait tout au plafond les grands panneaux qui étaient faits par des toiles comment dire, d'organdi très très fin de Vera-Zekeli. C'était très très beau. Alors moi j'avais dans cette église le drap de la naissance, un linceul, parce que j'ai fait aussi l'empreinte et un linceul, ça c'était bon. Aussi un de ces draps, il y a un de ces draps qui s'appelle la tête ailleurs, qui moule un corps fait avec avec aussi la toile de lin, vu que je n'ai toujours travaillé qu'avec la toile de lin qui est en dessous, qui permet de donner au drap une forme sur les linges blancs qu'on met autour des personnes quand on les emmène à Sainte-Anne ou autre part, enfin tous les gens qui ont des gros problèmes psychiques. Et cette toile s'appelle la tête ailleurs. Bon.
Alors, il y avait ça, et puis il y avait cette robe de mariée. Et il y avait aussi une petite fille derrière le rideau. Alors, le rideau, c'est un peu le même principe. Il est cloué à gauche, et plus on va à droite, c'est un grand format, plus le rideau va dans le vide. Plus les formes tiennent par la colle de peau. Parce que si vous voulez, la colle de peau permet de travailler la toile, presque d'arriver à faire du modelage, hein, à faire D'ailleurs, j'ai eu une fois une personne qui m'a dit, on dirait des sculptures. Non, ce n'est pas des sculptures parce que c'est avec la toile de lin, mais c'est vrai que ça permet de modeler. Bon. Et je le dis toujours parce que ça m'a toujours fait rire, mais il y avait cette robe de mariée, donc il y avait toute cette série de toiles dans cette église, il y avait les fonds baptismaux à côté, et il y a un samedi, l'église était redonnée au culte. Et il y a un samedi, il y a un couple de mariés avec une dame avec une grande robe blanche qui se sont fait photographier devant le nœud conjugal. Alors je me dis toujours où en sont-ils maintenant. Et bon, voilà. Donc ça c'était le travail en blanc. Je vais aller un peu plus vite parce que le travail en blanc sur la mémoire des linges qu'on peut tous, enfin que beaucoup de personnes peuvent avoir dans leur mémoire. Après ce travail-là, j'ai fait une scénographie plastique et sonore où il y avait qui était lié à mon idée sur l'origine de la vie que je vois naître dans l'océan. Donc il y a un très très grand panneau qui fait 10 mètres ou 8 mètres de long sur un filet, qui est le mouvement de la vague, qui est la forme, l'empreinte de la couloir fait de fines lamelles transparentes dans lequel on peut traverser. Et quand on passe à l'intérieur, ces lamelles donnent une sensation d'être dans l'eau. Et au centre de ce couloir, il y a une partie qui est vide, dans laquelle on peut écouter ce qui est la partie sonore. Dans la partie sonore, il y a deux choses. Il y a un ressac de vagues qui passe sans arrêt. Et dans cette sorte de méduse, il y a un texte enregistré par une voix d'enfant qui est tiré des présocratiques et qui essaie de recouvrer toutes les premières pensées qu'ont eu ces poètes sur l'origine de la vie, d'où elle venait. Ça commence par une phrase très belle qui est « Et toi, musée, fils de la lune brillante ». Bon, appel, voilà, ça y est, j'ai encore un trou, appel de la vérité qui n'est pas dans nos cœurs, je ne sais plus très bien, mais enfin, c'est un très beau texte. Et ça, si vous voulez, c'était par séquence. C'était pas toujours, hein, voilà. Alors, donc ça, c'était le deuxième travail en blanc que j'ai exposé à Avignon et qui d'ailleurs était, j'aime bien toujours trouver un truc un peu drôle, c'est que c'était exposé dans des maisons données par des particuliers dans le village qui est à la limite d'Avignon, qui s'appelle Les Angles. Et la partie de ce grand couloir qui est large comme ça, qui fait je ne sais plus combien de long, était le rendez-vous, je ne l'ai su qu'après, des gamins du coin parce que c'était toujours ouvert et ils se donnaient rendez-vous là-dedans parce qu'ils disaient allez on va aller se mettre je ne sais plus comment ça s'appelait. Là, on allait se mettre au frais parce que c'était pendant le mois de juillet et dans la région d'Avignon. Et je ne sais plus comment il avait appelé, mais j'ai appris parce que je me disais c'est drôle, mes machins sont un peu froissés, etc. Et on m'a dit ben oui, forcément, il y a 5 ou 6 gamins qui viennent jouer. Ben, j'ai trouvé que c'était merveilleux parce qu'au fond, c'était bien qu'il y ait des enfants qui viennent au moins jouer. Alors ça, c'était le deuxième travail. Et le troisième travail où où j'ai eu un échange tout à fait particulier avec Aline Dallier, c'est une scénographie plastique et sonore, c'est-à-dire qu'il y a des parties graphiques en toile de lin et des parties sonores,
parce que c'est là qu'en discutant avec Aline Dallier, quand elle a su que je travaillais là-dessus, j'ai appris qu'à l'origine, elle voulait chanter. C'est une femme qui avait appris le chant et qui, après qu'on ait discuté, a repris des cours de chant. Et un jour, elle m'a invité à écouter sa leçon, la leçon qu'elle prenait. Et j'ai été très touchée parce que c'était une femme qui avait une voix de soprano, qu'on appelle les sopranos à la française ou les sopranos françaises, c'est-à-dire que ce sont des voix très, très légères, très aiguës, un peu fragiles, mais vraiment c'est très sensible quand on entend. Et alors moi, mon travail était un travail lié quand même au féminisme, c'est-à-dire que Casta-Diva, c'est une représentation de rôles de femmes dans l'opéra, où elles sont un peu plaquées dans des situations comme il y a la folle, il y a l'ingénue, il y a celle qui est la comtesse et qui a le pouvoir, il y a la séductrice comme Carmen, etc. Et chacun de ces... bon, elles sont de grands auteurs, normales, hein, et elles sont donc faites en toile de lin. Alors là, c'est de la toile de lin plus épaisse. Et elles sont figées et elles restent dans leur forme. Là, j'avais amené quelques photos que vous pouvez regarder parce que ça peut vous donner une idée de ce que c'était. Bon, ça, c'était autre chose. Voilà. Alors, le Casta-Diva, c'est le manteau d'arlequin qui est derrière, qui est toujours à l'arrière de la scène. Et c'est sur ce manteau d'arlequin que sont enfoncées, que sont cousues les robes de ces femmes. Et au milieu, il y avait un voile transparent qui, lui, est un symbole de la voix. Alors, je voudrais tout de suite dire que ce n'est pas par misandrie que je n'ai pas choisi les hommes pour ce travail, mais c'est parce que je trouvais que souvent, dans l'opéra, les femmes ont des rôles quand même très caricaturaux de l'exploitation. C'est jamais elles qui n'ont aucun pouvoir, ou c'est rare, et elles sont quand même où elles sont assassinées, où elles deviennent folles. Enfin bon, on peut écouter, je n'ai pas amené le travail, mais voilà, par exemple, je vais vous montrer ça, c'est Carmen. Alors ça c'est Carmen, alors elle est très séduisante et très moulée, etc. Et voilà, et ça, c'est la comtesse. C'est celle qui est... vous savez, je prends des médicaments en ce moment qui ont la mauvaise chose de donner des trous de mémoire, hein, en plus de vous rendre un peu comme ça. Donc j'ai plein de trous de mémoire. Et alors là, celle-ci, elle est donc placée au centre. Voilà, c'est légèrement incurvé. Et alors, la couleur est donnée par des projections de diapositives sur chaque robe. C'est-à-dire, suivant la robe, il y a un choix de tissu ou d'imprimé pour vraiment donner la vie à cette robe. Alors, la bande sonore, quand la bande sonore met les parties qui correspondent à chaque personnage, c'est ce personnage qui est éclairé. Donc ça tourne au fur et à mesure, voilà. Et à la fin, ça retombe dans l'ombre et seul le voile est éclairé. Et c'est là que passe le morceau que tout le monde connaît de Casta-Diva. Voilà. Donc c'était un travail que j'ai fait, qui m'a permis de beaucoup discuter avec Aline Dallier, parce que évidemment, comme elle avait voulu chanter, elle m'a raconté pourquoi elle a renoncé. Elle avait des raisons très personnelles. Moi, je regrette qu'elle n'ait pas continué, parce qu'elle avait vraiment une très, très jolie voix.
et elle chantait avec beaucoup de sensibilité. Donc ça, c'est tout à fait dommage. Alors, ce que je veux dire, c'est que comme elle a tellement aimé tous ses travaux en toile de lin, elle m'a un jour fait un cadeau qui est un peu un cadeau difficile, parce que c'est très grave. Elle m'a offert le linceul en toile de lin qui aurait dû servir à sa mère. Alors naturellement, il n'avait pas été utilisé, mais elle m'a donné ce linceul en me disant « c'est le linceul de ma mère, Daniel, je suis sûre que vous allez en me faire quelque chose ». Eh bien, je dois vous dire que ce drap, il est toujours plié dans une boîte, parce que ça m'a tellement fait peur, ça m'a tellement impressionné, que jusqu'à présent, je n'ai rien pu en faire. Je le regrette parce que c'est un très bon matériau. C'est une toile de lin extrêmement fine, extrêmement et grande. Alors j'étais, il y a quelque temps, en train de me dire que grâce à cette exposition, où grâce à Diana, Arnaud, Pascal, toutes les femmes qui ont travaillé à cette époque, et qu'Aline Dallier a essayé de faire sortir du magma dans lequel se trouvaient les femmes artistes, parce que, comme j'ai dit à Diana, moi je me suis fait sortir d'une galerie par une dame à qui je montrais des encres sur la grossesse, qui m'a dit « je n'expose pas ça, vous êtes féministe ». Et j'ai gentiment pris mon travail et je suis sortie. C'était en 1982. Bon, donc vous voyez, heureusement qu'Aline Dallier s'est occupée de travailler sur les femmes artistes et sur les différents aspects et les différentes recherches, parce que c'était très divers tout ce que faisaient les femmes. Il y avait les différents groupes de femmes. Moi, j'ai travaillé avec Art et Regard des femmes, là où j'ai exposé ça pour la première fois, et c'est là qu'Aline Dallier l'a vu. Bon, on m'a dit. Donc, si vous voulez, c'est quand même vraiment grâce à elle que les femmes ont commencé à avoir une existence. C'est-à-dire que les travaux, certains galéristes ont commencé à les regarder et à les exposer. Et voilà, donc je dois dire qu'on doit beaucoup à Aline Dallier et que c'est très très bien qu'on ait pu avoir cette possibilité grâce à vous tous et puis grâce à vous qui êtes venus. Voilà. Merci. Je ne sais pas si des gens ont des questions discuter avec Daniel. Est-ce qu'il y a des questions ou Comment? Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel ou je poserai parmi vous tous s'il y a un commentaire à faire. Sinon, voilà, donc Aline peut parler de... Moi je veux bien parce qu'on va projeter sur le mur. Elle va peut-être d'abord parler un petit peu de son travail et après on fera la... Alors, ça paraît un peu compliqué parce qu'il y aura la vidéo. Donc ça va faire beaucoup de temps avant de poser des questions à Daniel, je sais pas. Oui. Moi, je fais comme vous voulez. Hein. Oui, voilà, c'est pourquoi je posais la question à vous tous, si quelqu'un a une question pour Daniel ou si vous voulez parler un petit peu du travail de Daniel avant de passer à lui. Maintenant je suis partie. Mais vous allez laisser vos photos pour qu'on puisse les regarder. Comment? Vous allez laisser vos photos pour Oui, qu'on puisse les je peux vous regarder. les passer si vous voulez. J'ai pas amené beaucoup de choses, hein, mais je peux passer l'album. C'est pour vous voyez la différence de, comment
de travail suivant le travail qui est individuel, comme la mémoire en blanc, où c'était des choses vraiment très limitées, très personnelles, et puis les scénographies qui sont évidemment des choses qui sont un peu plus larges. Par exemple, la Kumanzis, il fallait une pièce au moins une fois et demie comme cette pièce pour pouvoir mettre le travail. Oui. Donc c'était un travail par moment qui était dans le noir, par moment qui s'éclairait en fonction de du passage des gens. Voilà. Et par contre, Castadiva, alors là, ça c'est autre chose, ça demandait vraiment un espace très très grand. Voilà. Danielle, elle a commencé par parler tout le long des toiles. Elle parlait des toiles de lin, tout ça. Alors, ça m'a amusée parce que moi qui fais des vêtements, toujours des vêtements, vous savez que je fais pas partie du monde de la couture, mais en couture, quand on fait ce qu'on appelle comme des brouillons, voilà, des patrons, on appelle ça des toiles. Et ça m'a toujours touchée qu'on appelle ça des toiles, que ça fasse un lien avec le monde de la peinture et des arts plastiques. Et donc, Danielle, elle n'arrêtait pas de parler des toiles de lin, mais effectivement, et puis ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le cadeau que Aline Dallier vous a fait. Effectivement, ça doit être extrêmement troublant, je trouve. Ça m'a beaucoup touchée, c'était très, comment dire, de sa part, c'était quand même quelque chose de très intime. Et surtout, ça concerne un moment qui est terrible pour tous, hein, puisque c'est la fin. Et d'une certaine façon, ça m'a fait peur. J'ai eu peur, c'est pour ça parce que je me disais, il me fait confiance en me donnant cette magnifique pièce. Donc, il ne faut pas que je rate. Il ne faut pas que je fasse quelque chose de mièvre. Il ne faut pas que je fasse quelque chose non plus de trop... Bon. Ça m'a vraiment bloquée. Ça m'a vraiment bloquée parce que j'étais impressionnée par l'idée que ça pouvait être un linceul et que surtout que c'était lié à Aline Dallier par sa mère. Et je crois qu'avec sa mère, c'était pas facile. Donc, j'ai pris cette toile, je l'ai remerciée, je l'ai soigneusement rangée et elle est toujours soigneusement rangée. Peut-être que dans 6 mois, grâce à cette exposition qui aura peut-être dénoué des choses, je ferai quelque chose, mais c'était très impressionnant. C'était très impressionnant. Je me rappelle, c'était dans mon atelier, un petit atelier. Et bon, c'était... Mais pourquoi n'avait-il pas servi, en fait? Comment? Pourquoi n'avait-il pas servi? Ah, ça, j'ai pas osé poser. Vous n'avez pas posé la question. J'étais pétrifiée. Je dois dire qu'on m'offre un linceul, et le linceul de la maman, j'étais vraiment pétrifiée à l'époque. C'était il y a 40 ans. Alors maintenant, peut-être que je serais moins pétrifiée, mais à l'époque, j'étais vraiment très, très touchée, mais en même temps, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, je ne peux pas rater un travail avec cette toile. Je ne peux pas. C'était... Donc elle attend. Peut-être que c'est bien, peut-être que je ne mourrai que quand je l'aurai travaillée, donc je la garde comme je la garde comme Pas être pressée en me disant tant que je ne l'ai pas faite. Bon, voilà, donc voilà. J'aurais tendance à penser ça aussi, toucher, ça va me faire mourir. C'est un thème. Ça veut dire regarder en face sa propre mort. Comment? Moi, j'aurais tendance à penser ça aussi. Toucher, c'est peut-être regarder en face sa propre mort ou se... Oui, ça faisait peur. Oui, ça. Bon, on dit que parfois, il y a des artistes qui... Parce que,
enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais pour moi, le souvenir et la mémoire, ça va dans un sens, en arrière, mais ça va aussi en avant. Et donc, il y en a qui ont des prémonitions. Mais en même temps, c'est très fort ce qu'elle a osé faire. Parce que c'est des choses absolument primordiales, quoi. De parler comme ça au travers d'un tissu, de parler de l'amour. Mais J'ai cru comprendre que Aline Dallier était très portée, engagée dans la psychanalyse. La psychanalyse. Elle a de toute façon ce drap attend. Enfin, dans le linceul, il y a le lin et ce... Comment? Dans le linceul, il y a le lin. Oui, Et c'est il est le- tout seul. Ah oui. Mais je ne sais pas. Ça, c'est la mort. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il était en lin qu'elle lui a donné. Oui, c'est une belle, et c'est un lin très très fin. J'ai rarement vu d'ailleurs un lin aussi fin. Même pour certaines toiles que j'utilisais, où je prenais le grain le plus fin, etc., je n'ai jamais trouvé chez Sennelier un grain aussi fin que celui de cette toile de lin. C'était transparent. Non, 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 non. C'est très serré, c'est très curieux parce que c'est sur des fils extrêmement fins qui sont tissés, qui sont donc très serrés, qui pourraient donc être un peu raides, et bien pas du tout. C'est d'une souplesse extraordinaire. C'est le lin de C'est- Normandie. C'est même d'une souplesse qui nécessitera beaucoup d'encollage si je veux la travailler selon ce système. Parce que c'est très beau, mais Et autrefois, il y avait un tissu qu'on appelait le linon. Linoléum. merci. Alzheimer. Comme disait Christine, un linceul qui n'a pas servi, est-ce que c'est toujours un linceul? Un linceul qui n'a pas servi, est-ce que c'est toujours un linceul? Comme ça, je me le représente. Ça dépend, c'est une grande pièce rectangulaire. Des sous-vêtements pour les enfants. Je ne sais pas d'ailleurs comment on l'utilisait, comment on enveloppait les gens, etc. Moi j'avais fait un linceul mais tout à fait différent. Bon, mais là je ne sais pas. C'est une grande pièce rectangulaire. Ça fait vraiment fantastique. C'est vraiment. Le linceul abandonné. Si je peux ajouter un mot, Cette grande révélation. malgré tout, Il est en bois. beaucoup de choses qui sont dites ici, et entre autres cette expression, tourne autour d'Aline Dallier. C'est un hommage à Aline Dallier. Et donc, moi, je viens de découvrir là, ce que vous venez de dire. Et je pense que ce geste d'Aline Dallier envers vous reste un peu un mystère, finalement. Le geste de donner ce linceul, à mon avis, d'après tout ce que j'entends, ça reste un peu mystérieux. Oui. Un mystère. Moi je suis d'accord. là. Et Il y je a des pense beaux- que c'est bien Je me suis de toujours garder dit un pourquoi mystère non. autour de ce type de geste qui nous parle à tous, puisqu'en fait on reste un peu bouche bée, on ne sait pas trop comment l'interpréter. On revient au tissu, le lin. Vous dites lin seul, moi j'entends lin et seul d'un côté, donc il y a quelque chose qui est isolé. Et le fait qu'on ne puisse pas interpréter, un peu comme l'art, un peu comme les œuvres d'art, je pense qu'elles restent un peu mystérieuses. On peut les expliquer jusqu'à un certain point. Et puis, à mon avis, il y a toujours un espace dans la création, mais le geste d'Aline Dallier, pardon, est peut-être un geste créatif qui pour elle avait une signification ou avait un non-dit, ou je ne sais pas, justement. Et j'aime bien l'idée que finalement, on ne sait pas. Dans l'art, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Elles sont exposées, elles sont là, mais au fond, on ne sait pas très bien. Et en même temps, c'était chargé de beaucoup d'émotions. Oui, non, mais Très ne pas chargé. savoir ne veut pas dire que ce ne soit pas ça, chargé. Oui, non, mais c'est fort. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, je me permets de dire ça parce C'est très que... fort. Oui, c'est très fort, bien évidemment. C'est pour ça qu'on en parle, d'ailleurs. Et même, Daniel, tout à l'heure, tu as parlé de l'ambiguïté
de cette toile, le drap de naissance. Oui. Parce Oui, que, parce que on me demande parfois si c'est un transfert, si c'est lié à une échographie que j'aurais vue. Or, je n'avais jamais vu aucune échographie à l'époque. Non, c'est un travail qui est fait à main levée et qui est l'empreinte seulement du bébé. Et j'ai fait exprès de ne pas représenter un bébé parce que là, on peut se poser des questions. C'est le drap de la naissance avec l'empreinte d'un enfant, d'un nouveau-né. Et où est-ce qu'est ce nouveau-né? Est-ce que c'est un nouveau-né qui est déposé autre part ou est-ce un nouveau-né qui n'a pas survécu? Donc, j'ai exprès fait quelque chose d'un peu ambigu. Moi, je vois dans le geste d'Aline de vous donner cette linceul une certaine foi ou croyance peut-être qu'un artiste pouvait faire quelque chose de ça. Et que pour elle, c'était un objet presque magique qui pourrait garder dans une boîte et pas plus que ça. Et je pense que elle pouvait projeter sur les, disons, artistes un pouvoir autre, disons, de transformer ça en quelque chose d'autre. Je le vois dans ce sens, plutôt. Peut-être, oui. Peut-être aussi, Aline a été tellement impressionnée par le drap de naissance, ou peut-être qu'elle voyait dans ce tableau à la fois le drap de naissance et le linceul. Elle voyait les deux, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle imaginait que tu pourrais faire quelque chose avec ce drap qu'elle gardait. Mais je crois m'avoir dit que c'était le linceul prévu pour sa mère. Le mot mère m'a beaucoup bloqué. Parce que moi, j'avais aussi le problème de ma mère. Qui n'a pas lu. C'est assez fréquent. Non, c'est vrai que pour les filles, le problème de la mère, c'est un problème. C'est une relation particulière, les relations entre les mères et les filles. Voilà. Bon. Et pas les fils. C'est autre chose. Autre chose. Oh, Aline, Donc, moi, je vais parler enfin, je vais suivre avec cette histoire de relation au tissu, du linge au linceul. Tout le monde a l'expérience du toucher du tissu sur son corps. Et donc, comment dire, moi je suis un petit peu, on ne peut pas dire obsédée, mais je fais essentiellement des enveloppes du corps. Ça peut avoir l'allure de vêtements, mais c'est des enveloppes du corps. Et donc c'est à partir de ça qu'Aline Dallier m'a rencontrée. Et je sais, enfin, je vais vous parler un petit peu de mon travail parce que j'ai dû être troublée par ce qu'a dit Daniel jusqu'à maintenant. Comment dire, pour moi, le tissu, c'est l'équivalent de la peau. Je peux le travailler, mais au lieu de travailler directement sur ma peau, je travaille des peaux, je me fais des peaux. Et en faisant des sortes de peaux différentes, je peux découvrir des choses, je peux être multiple, quoi. Parce que, bon,
Je sais pas pourquoi je bafouille comme ça. Excusez-moi, j'ai... Est-ce que tu veux que je lise un bout d'extrait du texte d'Aline? Je sais pas pourquoi je... Peut-être que ça peut être une manière de... Ou si tu as envie de le lire, parce que ça peut être une belle manière d'entrer un peu dans ta pratique. Ça, c'est dans la première... Comment? Il y a aussi la vidéo. Il y a la vidéo. Est-ce que je lis ça et après on regarde la vidéo? Ou, ok. Avec mon accent, voilà. J'ai pourtant l'habitude de poser. Tout va bien. Je lis tout. Oui, tu peux. Bon, c'est un extrait du catalogue Féminin Dialogue, parce qu'Aline Dallier, elle a organisé des sections d'art textile pour un salon qu'elle organisait tous les ans à l'UNESCO. Et donc voilà, elle a découvert pour la première fois donc, cette robe rouge là, en fait, même derrière vous, là, il y a des catalogues, donc vous pouvez voir l'image. Alors, donc, elle écrit je découvris la robe rouge en 1976 au sous-sol de l'UNESCO, parmi les colis de sculptures à destination de féminines. Cette robe étrange, hors mode, était supportée par un moulage en plâtre blanc d'Aline Ribière elle-même. La forme en était celle du traditionnel kimono, le matériau, une lourde moire d'un rouge carmin, la technique, celle de l'appliquer piécé bourré. Le devant de la robe, ainsi que les épaules et le dessus des manches, étaient dotés de hublots hexagonaux, que les épaules et sorte de fenêtres de peintre donnant sur la peau, comme d'autres donnent sur la campagne ou sur la mer. Donc bref, voilà des espèces de trous dans le textile qui donnaient à voir sur le corps ou le moulage du corps. Alors, je la réclamais aussitôt pour mon espace de travaux cousus, brodés, tissés, qui ne se contentait pas de réunir des techniques et des matériaux quotidiens et féminisés, mais qui, précisément, se proposait de montrer la grandeur, le mystère, la plasticité, l'intemporalité de tels objets. La robe rouge, sur son moulage, avait les bras tendus latéralement. Il paraissait indiquer une croisée d'artères artistiques et anthropologiques sur lesquelles auraient débouché de multiples chemins issus de la peinture vénitienne, du surréalisme, du quilting américain, de l'opéra baroque, du no japonais. Aline Ribière devait poursuivre sa traversée du vêtement en passant par la performance ou le théâtre plastique, comme on dit le théâtre musical, c'est-à-dire par un drame sans texte ni partition, où ses costumes n'illustrent ni ne ponctuent l'action scénique, ils la déterminent. Voilà, bon. Merci. Si vous avez compris. Voilà. Oui. Merci. Donc, Oui, on peut montrer Donc la ça, vidéo. ça c'était pratiquement la première que j'ai faite. Depuis, j'en ai fait beaucoup. Et cette première robe, elle a été montrée sur le moulage de mon corps parce que je voulais que ce soit clair que c'était pas un travail, par exemple, que c'était pas un travail de couture vraiment, que c'était pas des travaux de dame, c'était pas de la sculpture, c'était quelque chose qui parlait de moi.
Et donc, c'est pour ça aussi qu'on voit le corps en vide. Et donc, après, les robes suivantes que je... C'est des robes, finalement, que je... Les robes suivantes que je me suis mis à faire, c'était pas non plus pour... comment dire, c'était pas pour faire du théâtre, c'était pas pour m'habiller dans la vie quotidienne, c'était... Bon, c'était... quelque chose qui, en fin de compte, parlait de moi, me permettait de me découvrir. Et bon, au bout d'un moment, je ne pouvais pas continuer à faire des moulages pour montrer toutes les robes que je faisais. Donc, je me suis mis à faire une performance. C'est-à-dire me montrer, les mettre sur moi, les mettre, les enlever, toutes les robes. Bon, c'était... En fait, quand la performance, c'était m'exposer, parce que c'était indissociable. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait faire un moulage de mon corps, pour dire que c'était pas fait pour... c'était indissociable, c'était collé à mon corps. Et donc j'ai continué en faisant une performance. Aline Dallier en parle d'ailleurs, je crois, à un moment. Et... comment dire, je fais des vêtements, des robes, parfois avec autre chose que des tissus. Ça peut être avec des... J'en ai fait avec des algues, j'en ai fait avec des tissus de verre, j'en ai fait avec des végétaux, j'en ai fait... voilà. Et... je sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Excusez-moi, je sais pas. Et pourquoi ces différents matériaux? Comment vous les choisissiez-vous, ces matériaux? Eh bien, ça a un lien avec la peau. C'est-à-dire, je me crée des peaux, effectivement. Une peau végétale, une peau... Alors, ça vient... par exemple, j'en ai fait... quand j'ai fait des enveloppes du corps en algues, bon, la matière elle-même, il fallait la dessécher. Il fallait... bon, je fais plein de... J'essaie d'inventer des techniques aussi pour travailler les matériaux, les matières dont je m'enveloppe. Et alors, les algues, en desséchant, elles faisaient... comment dire? Il y en avait certaines, on aurait dit comme du vieux cuir. Et ça m'a fait penser à la momification et aux momies. Et donc, comment dire, ces peaux dont je me recouvre, elles parlent de moi en fait. À cette époque, je pense que ce qui m'avait beaucoup ému, c'est qu'on aurait pu penser que ça avait été trouvé dans des... comme des momies, ça avait été trouvé dans des... Des sarcophages. Oui, c'est ça, dans des tombes, des sarcophages et tout ça. Donc, malgré moi, ce que je fais, ça me parle de ma vie. Ça me parle peut-être de préoccupations qui ne me sont pas encore venues consciemment. Et ça m'intéresse de savoir, d'essayer, d'abord je me mets aussi dedans, pour voir ce que ça fait, je me fais photographier dedans. Et comment dire, ce que je commence à faire avec mes mains, ce que je commence à faire en m'entourant le corps, ça tire de la pensée. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a comme une histoire une pensée qui se développe à partir de ça. C'est ainsi que pour les algues, j'ai beaucoup pensé, j'ai commencé à beaucoup penser à pas vraiment à l'histoire de la mort, mais à l'histoire de comment garder un corps, comment pouvoir garder. Et alors,
à partir de ça, je suis partie à faire ce que j'appelais les empreintes dermographiques. Je me suis dit qu'il y avait des personnes dont je voulais garder l'empreinte, d'autres femmes dont je voulais garder l'empreinte, mais c'est à partir de ces idées sur les sarcophages, sur les momifications. Et donc, c'est comme ça que avec du coton très fin, après avoir fait des moulages de personnes bien vivantes, de vraies personnes, après avoir fait leur moulage en plâtre, après j'ai fait le moulage en tissu, et après je passais ça dans des presses à gravure qui étaient déjà ancrées et donc ça me donnait, comment dire, quand ça s'aplatissait, ça faisait un peu penser à nouveau aux momifications, et je me disais, là je suis en train de garder, au-delà de la vie que vont avoir ces femmes, je suis en train de garder leur empreinte. Et c'est assez étrange parce que je ne sais pas non plus comment je choisissais ces femmes. C'est-à-dire, on m'a demandé si c'était par rapport à leur morphologie, si elles me ressemblaient, et en fin de compte, je me suis dit, non, elles ne me ressemblaient pas physiquement, c'était pas par rapport à ma morphologie, elles ne me ressemblaient pas au niveau du caractère non plus. Et je ne savais pas trop pourquoi je voulais garder quelque chose de ces femmes. Elles devaient avoir une importance que moi, je ne percevais pas vraiment. Et je vais vous donner un exemple. Il y en a une, alors c'était pas forcément très facile parce qu'il y en a une que elles n'étaient pas forcément non plus dans ma ville, donc j'allais les chercher. Je faisais le moulage de leur corps, il fallait que je ramène ça chez moi. Et puis après, je travaillais, et il y en a une dont on a entendu parler assez dernièrement à cause de l'inceste. C'est Eva Rivière, qui est une femme qui, dans les années 90, ont dénoncé, 90, oui je crois 90, ont dénoncé l'inceste. Et grâce à elle, il est arrivé, elle a été aidée pour... il y a une loi qui a été créée à cette époque. Et alors, je me suis dit, c'est incroyable, quand on a parlé beaucoup d'inceste il y a 2 ans de ça, ou il y a 1 an, je ne me rappelle plus. Je me dis, c'est incroyable, je lui ai téléphoné pour lui dire, Eva, j'espère qu'on t'a pas oublié. Et elle m'a dit, mais non, pas du tout, on ne m'a pas oublié, au contraire, on l'a vu passer dans des émissions comme C'est à vous, ou des trucs comme ça, parler de l'inceste, reparler de l'inceste. Et moi, je me disais, c'est génial, j'ai l'empreinte d'Eva. On peut voir comme un tableau, j'ai l'empreinte d'Eva. Et j'en ai d'autres aussi dont je suis très admirative. Je me suis dit, c'est incroyable, j'ai voulu les garder. Donc, je me dis, alors je me raconte toute une histoire, je me dis, après, ça va dépasser ma vie. Si quelquefois quelqu'un pouvait garder mon travail après ma mort, et ben, en fin de compte, on va garder aussi l'empreinte de ces femmes-là qui... C'est pas neutre. Maintenant, faut que je leur demande l'autorisation, mais je vais peut-être dire aussi leur nom, parce que c'est des femmes très importantes. Voilà. Bon, c'est vous raconter ce que je me raconte dans mon boulot, tout ce que ça développe, tout ce que ça me... Et peut-être pour pas être trop longue, je vais vous dire ce que vous allez voir dans la vidéo. Parce que donc, je fais des performances. Au début, je faisais des performances en me montrant, en m'exposant moi-même. Ensuite, les performances, elles étaient plutôt photographiques. C'est-à-dire que quand je terminais quelque chose, j'avais besoin d'avoir la trace de moi dedans.
Et donc, je suis partie encore. Donc, un jour, je vais vous parler de la vidéo que vous allez voir, qui est de performance où je me suis mis un jour à habiller d'autres femmes avec les robes que je faisais. Et je me suis rendu compte que c'est pas l'habiller, lui mettre la robe comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était comme si je lui passais quelque chose. Parce que j'ai travaillé aussi pour le théâtre et la danse, très peu, mais j'ai eu envie j'avais pas envie trop de devenir costumière, mais je me suis rendu compte qu'en faisant un vêtement à quelqu'un, quand je lui passais, je ne voulais pas qu'elle me mette elle-même, je voulais lui passer, j'avais l'impression que je transmettais quelque chose. Et cet acte, enfin ça passe aussi avec les mains, toucher à l'autre, c'est pas neutre. Et donc cette façon de toucher la personne, je me suis dit, je vais faire des performances où je construis des robes autour d'une personne, ou alors je lui mets des robes. Et donc la performance que vous allez voir, c'est un habillage. Et je me suis rendu compte que ça ressemble à des cérémonies. Et la robe que vous allez voir, l'habillage que vous allez voir en performance, je vais vous dire juste quelques mots dessus. Parfois, quand je fais une enveloppe du corps, ça peut venir à partir de questions que je me pose. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait bien être un vêtement qu'on mettrait qu'une seule fois? Et qu'on remettrait peut-être jamais après, qu'une seule fois. Et bon, bien sûr, on peut penser à la robe de mariée ou tout ça, mais c'est pas du tout ça que j'avais dans la tête. Je me disais, qu'est-ce que ça peut être? Et après, j'ai pensé, si c'est une seule fois, ça doit être un moment très important, donc on se prépare à ce moment. Et j'ai pensé un petit peu comme le calendrier de l'Avent, où on compte les jours. Et donc je me suis dit, je vais faire une robe par jour. Donc j'ai commencé à faire, généralement la forme ne me préoccupe pas tellement, je fais juste comme la forme du corps. Donc j'ai commencé une première robe, puis après je me suis dit, si j'en fais une par jour, j'aimerais bien qu'on voit la différence. Donc chaque robe, il y avait 1 cm de plus au col, 1 cm de moins à la manche, 1 cm de moins en bas, pour qu'on voit toutes les strates. En fin de compte, c'était comme un compte à rebours. Après, je me suis rendu compte que je travaillais sur le temps, et que ce qui était important, parce que je mettais souvent je mettais beaucoup de temps pour faire une robe, et pour faire cette enveloppe. Et donc là, je me suis dit, mais c'est très clair, je suis en train de le dire, que je travaille sur le temps, parce qu'on pouvait calculer exactement le nombre de robes. En fin de compte, c'était plus d'une robe, enfin, ça mettait plus d'un jour pour le faire, mais peu importe. Et je me suis retrouvée avec 27 robes superposées comme ça. Et bon, c'est à ce moment-là que j'ai pu faire aussi une performance en me disant que j'allais mettre des robes les unes après les autres sur la personne en question. Et c'est ce que vous allez voir en vidéo. Donc là, c'était très clair que c'était très cérémonial. Parce que je ne voulais pas que... C'était pas... Non, je ne vais pas vous dire ce que je voulais pas, j'en sais. Tu vas nous montrer ce que tu voulais. Donc je me suis rendu compte clairement que je travaillais sur le temps. Et la performance prend un certain temps. Alors je vais vous la montrer. Ça peut être pour un vernissage d'une de mes expos, ça peut être... En fait, quand la première fois que tu l'as montré au public, c'était un public. Aussi la vidéo la première est faite fois.
La vidéo est faite sans public. Non, la vidéo, c'était la première fois. C'était quand la première fois? Je sais pas quand a été la vidéo, mais moi je l'ai vue plusieurs fois. C'est du nylon, c'est quoi? Et c'était des vernissages, Souvent des vernissages. souvent des vernissages. C'était des vernissages. Vernissage d'expo personnel. Mais je dois dire que ça change. La mousseline. Le polyester, certainement. C'est robe d'ange, bien pastel. C'est une mousseline qui est. C'est la même chose que la robe que j'exposais. Et c'est quel tissu, je ne sais pas. Mousseline de polyester. Mousseline de polyester. Oui, c'est ça, c'est du polyester. Ça pèse combien au total? Ça Mousseline de pèse polyester. pas très lourd. Mousseline de polyester. Alors, ce qui est particulier, c'est que, effectivement, quand vous voyez l'habillage, au début, elle est nue et le corps est caché petit à petit par la transparence du tissu. À la fin, on ne voit plus du tout son corps. C'est comme si c'était la robe qui avait pris cher et que son corps a disparu complètement. Et généralement, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne perd pas son corps. Et là, tout d'un coup, elle a perdu son corps au profit de la robe. Qui devient vivante. Oui. Qui bouge. Mais enfin, en même temps, c'est un très beau fantasme. Le voile. Je sais pas, parce que je pensais beaucoup à Buñuel en regardant ça, évidemment, l'obscur objet de désir. Peut-être je parle d'un point de vue masculin, je sais pas. En tout cas, ce qui m'a troublé, c'est faire appel à un lieu commun. Que les femmes ont toujours une sorte de rapport un peu étrange avec les insectes. Je trouve que là, c'est vraiment l'expression d'une femme insecte. Quoi, vraiment. Des insectes. Oui. Ah oui. Papillon. De quoi? On pose des insectes chez les femmes. Généralement, J'ai prévenu, pas j'ai d'image dit lieu commun. concrète dans la tête. Je ne pense pas ni aux insectes. Comme une armure. Peur des araignées. Moi, je voudrais faire un commentaire de la partie filmée par rapport à la performance elle-même. Je connais la performance elle-même pour l'avoir vue plusieurs fois. À chaque fois, c'est aussi émouvant. Et là, on n'a pas le recul. Parce que quand on la voit, la performance, c'est très important la façon dont elle passe derrière et elle fait plonger la personne dans la robe. Elle bouge très peu, hein, la personne. Elle plonge les mains dedans. Et puis, donc il y a une espèce de plongée, de répétition, mais avec un tissu qui est de plus en plus large et de plus en plus court. Donc, et toujours le même geste. Cette plongée était magnifique. Moi, j'ai vraiment à chaque fois Et adoré ça se voit bien dans le film. Et à la fin, oui, mais on le voit mieux quand on voit toute la hauteur d'Aline et toute la hauteur enfin là, c'est de la personne. En vrai, elle est plus longue la performance parce que. Et oui, tu as là, ils coupé, ont j'ai vu, tu as ils ont coupé, ouais. les excuses. C'est parce que tu l'as déjà dit, non? Et pour dire à la fin, quand même, quand tout d'un coup elle a fini et qu'elle se retire, et que la personne bouge très doucement, on a vraiment l'impression que la robe a pris vie. Et c'est comme si elle s'enflait de volume et de. Enfin, il y a une espèce de truc qui échappe ou qui se développe comme tu veux, mais je sais pas comment dire. Mais... En fin de compte, moi je lui demande de bouger le moins possible. Parce que je veux pas que ça devienne de la danse. Parce qu'on a l'impression comme ça que ça bouge déjà. Quand je lui mets tout ça, on a l'impression que la jeune femme elle va se mettre à danser. Or en réalité, la première robe est très serrée sur son corps. C'est-à-dire qu'elle peut pas en réalité danser. Alors que la robe, elle a lèvres mouvantes. Elle est serrée dedans et elle a toutes les épaisseurs. Et comme c'est du polyester, elle a très très chaud dedans. Elle est complètement enfermée. Ça donne pas du tout, ça donne l'impression contraire. On a l'impression qu'elle va s'envoler, qu'elle est légère, tout ça. Elle vit le contraire, elle, quand elle est dedans. Elle change de couleur. Elle devient bien rouge. C'est très beau ce petit geste de la main. À chaque fois que la robe est mise, que vous allez en chercher une autre. Et
vous touchez les mains. Oui, Qu'est-ce que ça, Ça, et c'est ça, la c'est ce beauté. que j'ai appris en travaillant pour d'autres gens et de leur mettre le vêtement. J'essaie de les toucher le moins possible, mais un tout petit peu. Ah ouais, Et j'ai l'impression que c'est pas neutre de toucher quelqu'un. Ça donne un sacré pouvoir. Je lui transmets la robe, mais je la touche aussi en même temps. Et ça, c'est très, comment dire, c'est très important pour moi. c'est touchant. Et vous la touchez aussi pour lui dire de lever un peu ou de baisser un peu les bras, ou non? Oui, parfois je sors aussi La manche. la manche qui ratatine et tout ça. Mais- Et la petite pointe qui sort, qui dépasse de votre robe. Alors voilà, ça c'est issu. Je dois en avoir une. Ah oui, oui, tu en as une, tu en as une. Ça c'est issu après les algues, après le travail sur les algues. En fin de compte, les algues, c'est, comment dire, c'est organique, c'est complètement organique. Si je les mettais, si j'ai laissé trop humide longtemps, d'abord ça sentait très mauvais. Et alors en réalité, j'étais en train de faire des cultures de bactéries. Et donc c'était la vie. On met de l'eau et hop, ça reprend vie. Et au contraire, quand on les dessèche, il ne fallait pas les dessécher trop, parce que au contraire, ça pourrait devenir de la poussière. Elles pouvaient ne plus tenir ensemble. Et donc, ces algues en question, quand je les sors de leur boîte, elles ont plein de sel à l'intérieur. J'ai eu beau les rincer, et donc elles pompent l'humidité, et hop, elles se mettent à sentir. Ça dure pas très longtemps, mais elles commencent à... Et donc je me dis, c'est tellement organique, c'est tellement... Pour moi, l'animalité, c'était le prolongement de la colonne vertébrale. Donc à ce moment-là, mes robes quotidiennes sont mis à avoir des queues. Parfois, il y a des petits signes comme ça dans les... On va voir la queue, s'il vous plaît. C'est comme une queue de diabotin. Oui. Une petite queue. Mais elles sont pas toutes des queues. Tu n'as jamais envisagé de doubler la performance en la déshabillant Ah oui. de 17 à 0? Et puis moi, je trouve que... Non, moi, je préfère faire l'inverse. Comment dire, habiller. Parce que, comment dire, l'histoire de... Il y a une histoire aussi que je voulais dire, que ce que l'on ressent en regardant, c'est pas la même chose que l'on ressent en étant dedans. Et souvent, ça arrive quand on va essayer une robe, on la voit extérieurement, à l'intérieur, on ne se sent pas du tout de la même façon. Ça arrive souvent, je pense que tout le monde a cette expérience. Et donc là, cette robe-là, elle faisait ça aussi. Et qu'est-ce que on m'a posé une question. Habillé ou déshabillé? Eh ben, voilà. Moi, en fait, quand je me fais des robes qui pour moi me disent plein de choses à moi, et en même temps, je pense qu'elles expriment aussi des choses pour les autres. Et moi, je n'ai pas l'impression que mon corps nu exprime quoi que ce soit. C'est-à-dire que la nudité ne m'intéresse pas en tant que travail artistique. Il y en a qui savent, il y en a qui se dénudent, tout ça. Et moi, c'est le contraire. Je ne suis entière qu'habillée. C'est pas des questions esthétiques, c'est comme ça. Alors, je sais pas si d'autres vivent la même chose, mais... Et la sensation que l'on doit ressentir, on n'a vu qu'une des versions, celle filmée. La sensation, c'est ce que tu exprimais, doit être complètement différente quand c'est in vivo. Est-ce qu'il y en a une qui traduit mieux ce que vous voulez faire passer, ou est-ce que ce sont des choses différentes
Ben, c'est C'est la même chose. c'est la même- Enfin, en gros, c'est la même chose. Mais après, je sais pas, parce que aussi pendant un temps, il y a des gens qui disent ce qu'ils voient, mais moi j'aurais. Pendant un temps, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a une personne qui était dans le vêtement, a eu envie d'écrire ce que. Et la dernière, en 2019, comment dire, ça se voit dans la vidéo parce que il y a un public et tout ça. Et comment dire, elle m'a raconté qu'elle était partie, qu'elle était plus là. Et c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, je lui fais comme ça, parce que et hop, elle revient. Et ça, je sais pas, c'est mystérieux. Une transe. Ce qui était très intéressant, c'était la qualité la nature et la qualité des femmes qui investissaient que tu habillais entre au château de Pau, quand elle a été habillée, elle a commencé quasi à danser. Et tout d'un coup, c'était plus du tout, c'est plus au propos, c'était passé par les plans de danse. Et elles sont confrontées, toutes celles, en particulier Céline, c'est là, sont confrontées au fait d'être là, point. D'être là, point. Et que la vie, ça, c'est aussi une forme d'abandon du fait de vouloir en faire quelque chose. Ça Être là, mais sans rien faire. être là sans. Je lui dis surtout, tu m'aides pas. Les images sont très belles. Est-ce que vous avez un peu dirigé la façon dont ça devait être filmé ou... non? Qui a filmé? Alors, Cécile Pécondon-Lacroix. Ah oui, Cécile, qui danse aussi. Non, elle n'est pas danseuse, c'est Cécile. Par contre, c'est la jeune femme que j'habillais, elle était danseuse. Non, je contrôle pas l'image. Non. Mais les images sont très bien parce que on assiste peu à peu à cette métamorphose, on voit les détails, c'est important pour nous qui ne sommes pas présents parce qu'effectivement, une performance in situ n'a jamais rien à voir avec n'importe quoi qui est in situ. À partir du moment où il y a une vidéo, une photographie, on est dans l'image. Mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était très bien filmé parce que le moindre détail des boutons qu'on découvre peu à peu, vos gestes lents, répétitifs, c'est effectivement un rituel. Et j'ai trouvé que c'était très bien filmé. Comme tu disais, parce que on arrive quand même par l'œil et par l'esprit à pénétrer dans l'état d'esprit de ce que vous voulez faire. Donc, je ne sais pas si moi personnellement, je peux parler que pour moi, je capte tout, mais je pense que l'image a bien retranscrit l'idée, enfin l'esprit, moi j'appellerais ça un peu un état d'esprit. Et les sensations. Les sensations. On le ressent presque, le contact, Le toucher. le toucher. Oui, voilà. Pour moi, c'est important le toucher. Et donc, Ça démarre comme ça. les images, telles qu'elles sont filmées, sont à mon avis simplement filmées, mais quand même par les cadrages, les gros plans, les plans en arrière, les gestes, je trouve que c'est habilement fait. Et c'est pas, j'ai employé un mot vulgaire, mais c'est pas du tout voyeur, c'est pas un film voyeur, c'est un film à l'inverse qui va dans, enfin ce sont des images qui portent la performance. C'est pas facile de filmer, hein. C'est pas mon métier, mais je veux dire que on a tous ici, je pense, tous un sens de l'image, parce qu'on passe notre temps à voir et à regarder, on est dans un monde de l'image, donc il y a beaucoup d'images qui mentent tellement, qui sont brutales. J'ai trouvé que là, c'était vraiment pas du tout comme ça. Ouais, je vous le dis parce que
Moi, je suis d'accord. Et il y a quelque chose de très émouvant, enfin, pour moi, très émouvant entre ce dont vous êtes en train de parler là, Oui. puis ce qui s'est passé au moment où Aline ne savait plus quoi dire juste avant. Juste avant, il y a quelque chose de très très... Parce que ce que je peux juste dire comme ça, c'est ce dont tu essayais de parler à ce moment-là, comme ça. Bon, en fait, c'est la conférence que tu viens de faire à l'université à Bordeaux sur le thème de l'érotisme du toucher des étoffes. Ah, et tout d'un coup, il n'y a pas un mot de ça qui sortait, ça va paraître comment dire, au presse universitaire de Bordeaux dans quelque temps. Le texte est tout écrit, il était comme ça. Et tout d'un, et il y a cette espèce de comme ça. Et là, tout d'un coup, il y a juste quelque chose qui va se dérouler. Et on est invité. Et moi, je me sens profondément invité, bien qu'un homme, je me sens profondément invité à chaque fois dans l'être là, hein, d'être comme ça, voilà, de changer voilà, y compris de changer de peau. Hein, c'est bien de ça dont il est question. Et je pense, si je peux me permettre, que la beauté de la difficulté de trouver des mots, moi je trouve ça très important et très bien, parce que moi-même je suis peintre, donc enfin j'utilise des choses visuelles, et en fait quand on travaille des matériaux, quand on a des idées, quand on veut transmettre quelque chose, on se passe de mots à ce moment-là, même s'il peut y avoir plein de mots qui flottent. Mais les exprimer ensuite, c'est un exercice horriblement impossible, je trouve, en fait. Donc, moi, je comprends, c'est pas même pas que je comprends, mais je trouve ça tout à fait normal de ne pas pouvoir dire en mots des choses que, justement, après, on a découvert. Donc, c'était très bien que vous nous mettiez sur cette voie, mais je veux dire, de même que le tissu semble avoir une fragilité, même si en réalité il a l'air assez solide, Non, il est fragile. mais quand même on sent qu'il y a une fragilité, et donc je pense que cette fragilité de l'impossible, cette fragilité du moment insaisissable, je pense que c'est pas transmissible en mots. Voilà. Les mots on est obligé de parler puisqu'on est réunis là une trentaine, donc on a l'obligation du mot, mais en fait, non. On essaye de rajouter des mots aussi pour faire des passerelles. Oui, ils sont C'est indispensables. important aussi. Non, je ne veux pas dire qu'ils soient... Mais je trouve qu'ils sont à la fois indispensables et impossibles. Oui, je ne sais pas si vous me comprenez, mais justement parce que je n'ai pas non plus vraiment de mots pour exprimer ce que je veux dire. Parce que l'histoire de la conférence dont Marc parle, qui va passer aux presses universitaires de Bordeaux, j'ai eu besoin, donc j'avais fait d'abord une vidéo sur ce thème, et j'ai eu besoin de mettre pas mal d'images. Oui, ce qui est très bien. Oui. Pour raccrocher les mots. Quand même, oui. Peut-être Dorothée, je devrais peut-être juste te présenter. Je ne sais pas si tout le monde... non. Bon, je sais pas. Bon, Dorothée Seltz est exposante et c'est son œuvre ici. Voilà, juste pour que les gens... Je ne fais pas exprès, je suis à côté. Voilà. Vraiment pas du tout. Non, mais c'est pas... Je sais pas, oui, je peux parler, mais je suis pas dans... Je suis dans votre univers. Non, oui, c'était juste pour te présenter au public, voilà. C'est un peu de haut du coup quand même. Ah oui, aussi. oui, bon. Personne n'est parfait. Et je commence à avoir une sacrée garde-robe. Ah. Je ne porte pas. Moi je découvre, je ne connaissais pas. Mais on s'est rencontrés pourtant. Oui, mais je veux dire, je ne connaissais pas. Ah, oui. J'avais jamais vu cette vidéo. Oui, je sais qu'on s'est jamais vu. Je suis pas connue. Ah, ça c'est pas... Enfin, je pense. Hein, Alain? Par certains, si. Non, mais il y a des choses pas connues. Non, mais parce que c'est compliqué
parce que c'est quand même beaucoup un travail de couture que je fais. Là, on voit pour la robe. Tout est fait. Oui, mais pas seulement, ça peut être à la machine, mais tout ce qui est couture, j'essaie aussi que ce soit minimal, que ce ne soit pas de la décoration, que ce ne soit pas des formes non plus. C'est-à-dire que la forme qui m'est arrivée, à force de faire ça, c'était comme un cadeau. Et alors, vous voyez, il y a des petits boutons. C'est parce que arrivé là, les ballons, j'aurais pas pu aller plus loin. Donc j'ai tout raccroché. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits boutons partout. Et en fin de compte, ça fait joli ces petits boutons, mais c'est pas décoratif. C'est une nécessité technique. Mais il n'y en a pas derrière. Si, devant, derrière, et en fin de compte, ça fait comme une croix. Ça dessine une ligne aussi. Non, c'est pas volontaire non plus, mais bon. C'est arrivé. Voilà. Ah, c'est une superbe œuvre. Moi, je trouvais ça sublime. Vraiment magnifique. Je trouvais aussi vraiment magnifique le fait que parfois c'était comme des tableaux abstraits. Il y avait le cadrage. Et comme j'étais ici, ça résonnait superbement avec ce mur, avec les œuvres, avec la toile de Daniel. Et puis toutes les œuvres là, il y avait des résonances géométriques. Oui, avec cet escalier de robes, de vêtements qui s'empilaient comme ça. Le rapport au temps de Christina Martinez aussi, dans cette ponctuation du temps aussi. Oui, voilà. Donc, Christina Martinez qui a fait des dessins. En dessinant, elle inscrit le temps absolument. Voilà les deux dessins qui évoquent un peu le trame, le tissage. Pour ceux qui connaissent le travail d'Aline et qu'elle parlait de la peau, je trouve que là c'était très sculptural au final. Mais elle a fait un travail, je trouve, qui serait intéressant d'en dire quelque chose en même temps, c'est ton travail sur les carrés blancs. Tout à l'heure, la personne qui était là a parlé de ces draps blancs. Elle a fait un travail sur les carrés blancs où il y a eu aussi des performances d'habillage. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'ont commencé les performances d'habillage. Voilà. Et donc c'est tous que des carrés. Enfin, si je peux en dire quelque chose. Tu peux dire. C'est des carrés blancs avec des fentes et des petits boutons et des petites boutonnières. Oui. C'est son style quand même, hein, les petits boutons et la petite boutonnière. Et chaque carré, vous le voyez au sol, et quand elle va le poser, et la façon dont elle va mettre les boutons, elle a fait les fentes et les boutons, fait des robes différentes. Donc vous avez autant de sculptures différentes, plutôt sylphides, parce que là, il y a beaucoup de volume avec la robe du Japon. Et les autres, le tissu tombe, mais chaque fois, il y a un pli qui se forme en fonction des trous, et c'est magnifique. Les petits boutons, selon la construction, ça peut être, les petits boutons, ils peuvent passer comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire que la façon de... Et après, comment dire, après ça peut se défaire. C'est pas définitif, c'est pas comme un vrai vêtement, c'est pas définitif. Ceux-là, par contre, on pourrait les porter dans la vraie vie. Ben oui, c'est-à-dire suivant comment tu accroches la boutonnière et le bouton, ça fait une robe. Mais en même temps, ça se défait, ça se plie et ça se met dans l'armoire comme ça. On peut croire que c'est du linge. On passe d'une abstraction radicale à du vécu, à de l'organique. Oui, mais en fin de compte, c'est pas de l'art conceptuel. C'est pas un travail, c'est très abstrait, mais c'est un mélange entre l'abstraction et comment dire, l'empirisme. C'est-à-dire, par exemple, je prends un tissu, je fais un trou et je me dis, qu'est-ce que je passe là-dedans? Est-ce que je passe un bras? Est-ce que je passe un pied? Est-ce que je passe... Après, qu'est-ce que ça fait? Je travaille beaucoup devant les miroirs. Et puis après, ça me fait comme un alphabet et je peux organiser ça. Et c'est le travail le moins matériiste. Oui. Le moins matériiste.
Mais par contre, les algues, c'est le contraire. Hein. Ah oui. Et donc après, il a fallu que je reparte vers des trucs un peu plus abstraits. Il y avait en amont, et avant, il y avait un travail qui était, comment dire ça, apparemment infiniment moins rituel et apparemment infiniment plus corporel. Parce que là, vous avez, dans ce qui est à côté, qui était là, vous avez comment dire, le ventre. Ah oui, le ventre. Comment dire, Le cerveau. Hein, la correspondance avec le cerveau et le ventre, et que la pièce a été faite au moment où, sur le plan scientifique, il n'y avait aucune correspondance, aucun lien qui n'avait été fait entre le rapport entre le cerveau et entre le cerveau et le ventre. Alors qu'on sait actuellement que les liens directs qu'il y a entre les deux. Alors il y avait ça, et au début, ce que tu faisais au début, c'était quand tu faisais par exemple la robe à l'envers. Vous avez une robe, c'était à Paris que ça s'est passé, cours de, comment dire, rue Saint-Denis, voilà, rue Saint-Denis. Aline descendant la rue Saint-Denis, portant une robe où le ventre était déjà, Les tripes étaient dehors. Voilà, les tripes étaient dehors. Et la robe à l'envers, la robe à l'envers, et elle, infiniment organique. Et vous auriez vu, comme un marché à reculons pour descendre la rue Saint-Denis jusqu'à l'endroit de l'exposition, en face, le café qui se trouve en face, pas Beaubourg, là, mais il y a comment dire, bon, ça fait rien, c'est pas grave, à descendre, et j'étais obligé de se repérer, comme un marché à reculons, et il y avait à la rue Saint-Denis, il y avait une foule, c'était un jour de foule, enfin, samedi après-midi, je ne sais quoi, hein, et la foule ouvrait et se refermait comme ça. Et là, on est dans l'infiniment, j'allais dire, quasi physiologique. Hein, c'est pas la physiologie du cerveau, mais c'est le mouvement même, hein, qui est de la corporéité la plus primordiale. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, ce serait très intéressant de voir, par exemple, la relation, la tension qu'il y a entre ce que l'on vient de voir, hein, et cette vidéo qui n'a pas pu être prise, mais qui par contre, il existe d'autres vidéos avec la robe à l'envers, à Bordeaux, à la base sous-marine, où j'ai gardé toute ma vie l'image de la robe. Hein, c'était de la corporéité, hein, qui est immédiatement là. On est embarqué, moi je me trouve embarqué dans la corporéité, et pas du tout avec la dimension rituelle. C'est un rituel d'une autre nature, c'est ça que je veux dire. Oui. Hein, il y a des différentes, c'est toujours rituel, me semble-t-il, ton boulot, mais avec des natures très 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 différentes, des apparences très 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 différentes. Mais je crois qu'effectivement, le rituel est une question. Moi, j'ai été très très heureux que vous fassiez le choix là, par exemple, aujourd'hui, que ça fait très très longtemps que moi j'avais pas vu la vidéo qu'on vient de voir, très très longtemps. Et Bravo. C'est parce qu'elle avance, elle continue le vélo de travail. Vous ne les regardez pas tous les jours, les vidéos? On la regarde tous les jours. Ce que je voulais dire aussi, que par rapport à le fait de faire des vêtements, en fin de compte, de s'exprimer en faisant des vêtements, c'est pas comme si on s'exprimait directement sur la peau.
c'est des fausses peaux, enfin c'est des artefacts de la peau. Donc, on peut les enlever et il y a un espace entre soi et ce qu'on... Je veux dire qu'il y a une distance quand même. Ce qui est le contraire des gens qui se font des tatouages et qui... Du lycra. Différent des habits en lycra. Oui, enfin, Ah ben, le lycra, ça peut s'enlever aussi. Ça peut se... Oui, c'est très proche, mais ça peut se... Je veux dire, il y a une distance aussi psychologique et affective. C'est C'est intéressant. insupportable, je peux l'enlever. C'est intéressant de penser au lycra parce que je trouve que dans la recherche que j'ai vue des travaux d'Aline, il y a toujours la recherche du tissu. Ce tissu-là, il est particulier, mais je t'ai entendu essayer de trouver des tissus, je sais plus, je sais pas si c'était des parachutes, des trucs, pour voir comment effectivement, avec des tissus très différents, parce que tu fais aussi avec du métal, hein, tu as fait avec des... Ah oui, bah, le Donc, dernier truc, là. ouais. Ben oui, mais c'est intéressant à dire que tu cherches quelque chose, mais tu cherches aussi quelque chose dans la matière même que tu utilises. Oui, dans le toucher que ça provoque aussi. Parce que le tricot en fil de fer, en fin de compte, il m'est arrivé pendant le Covid, pendant qu'on était enfermés. Et ça a l'air comme ça, c'est esthétique, mousseux et léger. En réalité, quand on met ça sur sa peau, c'est très irritant. C'est très agaçant. Alors moi, j'ai pas trop souffert de cette histoire parce que il n'y a pas eu de drame dans ma famille. On vit dans un grand... Moi, j'ai une grande maison. Bon, je vis pas toute seule. J'avais des tas. Je me disais, j'ai pas de raison de me plaindre. Moi, ça va très bien, etc. Puis j'étais en train de tricoter ce truc. Et j'avais les doigts tout abîmés malgré tout par le tricot. Et tiens, je me dis, bah, c'est évident, je suis en train de raconter l'agacement, l'irritation, quoi. Et donc, ça c'est le dernier truc. Et là, ce propos, il y a, je l'ai montré, c'était au moment du vernissage de cette expo. Je l'ai montré chez Alain Houdin, Oui. et très peu de temps. Et donc, il y a eu une série de photos qui a été faite où je fais une performance dedans. Donc, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Habillée et nue. J'ai fait les deux. Alors, est-ce que tu gardes? Mais c'est pas moi la photographe. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'écouter. Merci.